Bienvenue sur la capsule de Global Ferra Immigration. Je suis Charlemagne Ferra, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferra Immigration. Alors, nous sommes dans nos bureaux à Montréal en train de tourner cette capsule vidéo qui vous donne beaucoup plus d'informations sur le Canada, sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour à tous, bonjour Charlemagne. Bonjour. Merci de me recevoir ici. Donc je suis Pierre, je viens de Belgique, donc ça fait 6 mois que je suis là. Ça fait 6 mois que vous êtes au Canada? Ouais. Donc vous êtes arrivé quand il faisait froid là? Oui, je suis arrivé en plein hiver. Ok. Comment vous êtes arrivé au Canada en hiver? Souvent quand on est en Europe, on a toujours peur de la neige de l'hiver canadien. Disons que dans mon cas c'est assez... c'est particulier parce que j'avais déjà vécu l'hiver canadien. Vous êtes déjà venu au Canada? Oui, donc tout à fait. Donc j'étais venu au Canada il y a 10 ans dans le cadre de mes études. Donc j'ai fait mon stage ici qui avait commencé déjà à cette époque-là en plein hiver puisque j'étais venu de janvier à juin de cette année-là. Donc l'hiver canadien je connaissais déjà. Vous qui êtes venu de l'Europe au Canada en hiver, ouais. Quelles sont vos impressions? Parce que souvent, tous nos clients que nous rencontrons en Europe nous disent toujours qu'il fait très froid au Canada, il fait moins 50, moins 70. Il y a même d'autres qui vont aller même à dire que parfois il y a des oursons qui sortent dans la rue. Comment vous avez vécu ça en tant qu'Européen? Est-ce qu'il fait vraiment aussi froid que ça? Donc, comme je disais au départ, donc, moi je viens de Belgique. Donc, pour ceux qui connaissent la Belgique ou pour ceux qui peuvent nous suivre de Belgique ou de France, donc en tout cas l'hiver belge est un hiver qui est froid et qui est très humide. Donc avec beaucoup de temps, souvent la météo, on a des nuages gris, le temps est gris, pas selon moi en tout cas assez sombre. Et l'hiver ici, tel que je l'ai vécu, donc c'est vrai qu'il fait froid, mais c'est un froid qui est sec, c'est-à-dire c'est un froid qui est supportable. Tandis que l'hiver, selon moi en tout cas en Belgique, de par son humidité, pour moi, elle fait que c'est beaucoup plus pénible. Mais si on a une veste qui est 0, 1, 2, 3, je pense que c'est ça les conséquences. Alors qu'au Canada, nous sommes à moins 20, moins 25, parfois moins 30 avec facteur vent. Oui. Et quand on dit moins 30, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir dans la rue. Là. Non, moi je suis sorti plusieurs fois par moins 20, par moins 30, par moins 10. Ça s'est très bien passé. J'ai eu à faire, que ce soit même pour venir ici dans ces bureaux. Donc ça s'est toujours bien passé. Je n'ai pas... disons qu'à partir de moins... Quand on descend en dessous de 0 et qu'on est à moins 1, moins 2, il n'y a plus, selon moi en tout cas, une fois de plus, il n'y a pas de grandes différences qu'il fasse moins 10, moins 20. On ne sent pas qu'il fait plus froid à moins 20 qu'à moins 10. Mais souvent, les images que nous avons du Canada, ce sont les grands espaces et c'est beaucoup de neige. Est-ce que quand il y a beaucoup de neige, à votre avis, est-ce qu'il fait froid ou bien on peut avoir... Quand il y a de la neige, c'est qu'il fait moins froid, il ne fait pas si froid quand il y a de la neige, parce que je pense que, je veux dire, c'est pas insupportable. Moi, cet hiver-ci, par exemple, je pense qu'il était assez dur ou assez froid. Moi, je l'ai vécu très bien. Ça n'a absolument pas été un problème pour moi, en fait. Donc quand j'avais à sortir, je suis sorti, que ce soit pendant la journée ou le soir. Et ça s'est très bien passé, j'ai jamais eu de problème à ce niveau. Cet hiver, il faisait vraiment frais, comme on le dit au Québec. Oui, il faisait très froid. Quand il fait froid, on dit il fait frais. Donc ça veut dire qu'il faisait vraiment froid. Oui, et si on avait la voiture qui était à l'extérieur en sortant, non seulement la voiture était gelée, oui, mais ne vous en faites pas, le pays est bien organisé. Pour l'hiver, le déneigement se fait. Le métro est chauffé. Les routes sont bien déneigées, on arrive à circuler sans problème. Non, il y a tout un système qui est en place qui fait qu'on peut mener sa vie normalement, bien sûr. Bon, j'ai été baptisé avec le déneigement, donc il fallait déneiger la voiture. Ah, vous avez déneigé la voiture? Oui, donc juste enlever la neige qui est tombée sur le pare-brise avant, arrière, dégager les rétroviseurs. Pendant ce temps-là, la voiture chauffe, donc c'est toujours agréable, une fois qu'on a fini de déneiger, de rentrer dans la voiture et puis de prendre la route. Ça, c'est une bonne chose. Concernant le transport, alors, on nous a toujours dit, pour les personnes qui viennent pour la première fois au Canada, que les choses sont bien organisées. Quand vous arrivez dans un arrêt de bus, on fait la queue, on attend. C'est comme ça en Belgique également ou bien... C'est différent. C'est un peu différent. C'est différent. Disons qu'ici,
premier arrivé, premier servi, en tout cas à l'arrêt de bus. Donc on venait en ligne, donc on fait la file, et puis celui qui était arrivé, donc si tu étais arrivé avant moi, donc tu montes, et puis moi je suis derrière, j'attends, et puis les autres attendent derrière, et chacun monte à son tour. Je trouve que c'est une autre façon de faire, et c'est pratique, c'est bien organisé en fait. C'est très bien organisé. Souvent, nous disons à nos clients que le décalage horaire que nous avons entre nous et l'Europe, ou bien d'autres continents, c'est le même décalage au niveau de la mentalité, la manière de faire les choses. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont différentes en fait. Quand on vient de l'Europe, qui selon moi est assez fermée, on va dire, c'est toujours étonnant d'arriver ici, de voir que cette ouverture d'esprit d'origine. Donc, je vais donner un exemple, arriver dans un magasin ou à la caisse au magasin, et puis de s'entendre dire « Ah, bonjour, comment vous allez ?» Mais c'est pas un « comment vous allez » où on s'en fiche de la réponse que tu as donnée derrière, c'est vraiment la personne attend d'avoir ta réponse. Et tu dis « Ah oui, je vais bien, et toi, comment tu vas ?» Et la personne te répond « Oui, je vais bien, merci d'avoir demandé. » Donc c'est assez particulier. Et puis le tutoiement aussi. Donc, ici, on tutoie beaucoup plus facilement les gens. Je trouve que c'est très bien parce que je trouve qu'en Europe, on vous voit beaucoup et donc quand on ne connaît pas les gens, et d'emblée, ça crée un espace de distance qui, selon moi, est cassé quand on se tutoie parce que ça vient avec une forme de proximité puisqu'on tutoie les gens dont on est proche et avec qui on a l'habitude d'être, de côtoyer. Et donc ici, c'est vrai que il y a ces exemples-là aussi qui font que c'est... Il y a une différence en fait au niveau de la mentalité. Donc par exemple dans le métro, instinctivement, quand une personne plus âgée entre dans le métro, quand quelqu'un qui a un handicap, un bras cassé, une jambe dans le plâtre, une femme enceinte, je veux dire, c'était particulier pour moi, donc tu vas voir 3-4 personnes spontanément proposer leur place. Ce qui n'est pas nécessairement le cas en Europe. En tout cas, je me rappelle l'année passée, quand j'étais en Europe, j'étais dans le métro parisien. Ouais. Évidemment, il y a une femme qui est rentrée qui était enceinte. Moi, j'étais debout. Et je n'arrivais pas à comprendre pourquoi personne ne se mettait debout pour libérer la place. Et à un certain moment, j'étais même poussé à dire, mais vous voyez pas qu'elle est enceinte? Après, quand je suis rentré dans le contexte, j'ai vite compris que j'étais à Paris. Bon, c'est d'autres mentalités, d'autres manières de concevoir les choses. Hormis le métro, hormis l'hiver, quand vous êtes arrivé pour la première fois au Canada, qu'est-ce qui vous a frappé? Qu'est-ce qui a retenu votre attention quand vous êtes arrivé? Moi, par exemple, quand je suis arrivé au Canada, ce qui m'a retenu mon attention, tout était gros. Les voitures étaient grosses. Le lait, la bouteille de Coca-Cola, c'est une grosse bouteille. Le lait, c'est gros. Tout était gros, à mon avis. Disons que moi, je rêvais de venir en Amérique du Nord. Donc la première fois que je suis venu, c'était au Canada. Et donc c'était la première fois que je venais en Amérique. Et donc effectivement, j'étais venu en hiver, donc c'était mon premier hiver canadien. Donc vous avez pris l'avion carrément en hiver, sachant qu'il y a l'hiver là-bas. Oui, donc j'ai pris l'avion au mois de janvier et je suis arrivé ici en janvier. Et donc la première chose qui m'a frappé finalement, c'était le froid. Il faisait très froid. Et vous êtes arrivé en veste ou bien vous avez eu votre manteau? Non, j'avais une petite veste, donc il faisait très froid. Mais bon, très vite, on est entré dans la voiture et on s'est dirigé vers l'appartement. Mais effectivement, c'est l'espace en fait. Je viens de Belgique, la Belgique est un petit pays. Et honnêtement, c'est cet espace que j'ai ressenti. C'est la gentillesse des gens, l'ouverture d'esprit des gens. Donc moi j'étais arrivé, donc c'était dans un cadre de mon stage, donc je suis arrivé dans un milieu professionnel. Je suis venu comme développeur d'affaires, mais c'était de voir la manière dont les gens me recevaient. Dans le cadre professionnel? Oui, dans le cadre professionnel. Et quand vous dites que les gens vous recevaient, c'est donc la considération, donc, dans le sens où j'allais dans des réunions, donc je devais... c'est des réunions des Belges ou bien vous avez... C'était quoi la composition des équipes? C'est-à-dire que moi j'étais venu pour faire mon stage au consulat belge. Ok. Donc je suis venu comme... c'est dans le cadre d'un stage. Donc je devais aider les entreprises les entreprises bruxelloises à développer leur business ici
au Canada, d'ici au Québec et plus largement au Canada. Et donc, dans ce cadre-là, j'étais emmené soit à assister à différents événements d'affaires pour représenter la région de Bruxelles-Capitale. Notamment avec les chambres de commerce. Donc voilà, dans des événements comme ça, dans des déjeuners d'affaires, dans des dîners d'affaires, dans des réunions d'affaires avec des partenaires potentiels pour les sociétés que je représentais. Et donc le cadre dans lequel ça se passait, c'était vraiment un cadre qui permettait de faciliter. Donc j'avais en face de moi des personnes qui voulaient conclure un deal, qui voulaient faire des affaires et qui ne s'arrêtaient pas, je dirais, qui n'avaient aucune barrière en fait, donc qui ne s'arrêtaient pas à la couleur de ma peau, qui s'intéressaient plutôt à ce que je pouvais leur amener en termes d'affaires ou en termes de solutions au travers des entreprises que je représentais. Et tout ça se passait dans un cadre vraiment très, je dirais, détendu. À la limite, on avait l'impression qu'on parlait avec des personnes qu'on connaît depuis longtemps et qu'on oublie qu'on est là dans un cadre d'affaires. Bien sûr, tout restait professionnel, mais ça se passait toujours dans un cadre détendu, mais professionnel. Vous savez, le débat sur la couleur de la peau, tout ce qui est racial, c'est un peu dépassé au Canada parce que nous sommes dans un monde, là vous avez tout le monde au Canada. À Montréal, vous avez tous les pays du monde. Et vous avez toutes les cultures. Et d'ailleurs, le gouvernement accueille à bras ouverts des personnes qui apportent d'autres cultures. C'est ça qui fait la richesse du Canada. Et en passant, comme j'aime le dire, le Canada c'est le seul pays au monde, quand vous arrivez à l'aéroport, on vous dit bienvenue. Tout à fait, tout à fait. On me dit donc depuis mon stage en fait, donc je reviens souvent au Canada. Donc je reviens pratiquement tous les ans en vacances, comme j'ai beaucoup d'amis. Enfin j'ai beaucoup d'amis ici et puis au fur et à mesure j'ai découvert que il y avait donc j'ai fait des connaissances et puis j'ai des membres de famille qui se sont aussi installés. Donc ça fait que j'ai eu l'habitude de revenir ici au moins une fois par an. En tout cas je fais cet effort-là. Pour revenir à ce qu'on disait un peu plus tôt, une autre chose qui m'avait beaucoup marqué ici, c'est la pluralité en fait des nations, des races, j'ai envie de dire, des personnes donc de toutes les races, de toutes les nationalités. Ça m'a beaucoup marqué en fait. Donc de parler, de rencontrer quelqu'un qui vient du Salvador, donc je veux dire en Belgique ça m'était jamais arrivé par exemple, de parler avec quelqu'un qui vient que ce soit d'Asie, d'Inde ou du Pakistan, ça m'a vraiment beaucoup marqué de voir autant de nationalités concentrées dans un même endroit. Ça veut dire que même au travail ou bien à l'université, vos amis ne sont pas nécessairement les personnes qui viennent de votre pays? Non, non, du tout, du tout. Donc c'est vraiment des gens qui viennent depuis tout le quatre coins du monde. Oui, et c'est des gens qui sont vraiment ouverts d'esprit, parce que je pense que pour réussir ici et atteindre ses objectifs, c'est qu'il faut être quelqu'un d'ouvert d'esprit, d'ouvert vers les autres aussi, d'échanger, donc c'est-à-dire d'accepter de partager son expérience. Et donc, comme on le disait plus tôt, donc d'emmener aussi ce que nous, enfin d'emmener, de partager avec les autres en fait ses origines, son expérience, mais aussi d'accepter et de prendre ce que l'autre a aussi comme expérience et vécu. Et on ne pourra qu'être plus riche à la fin, quoi. Et donc c'est pareil aussi avec les Québécois. Moi par exemple, on me parlait de la poutine. Je ne sais pas c'est quoi la poutine. C'est quoi la poutine? C'est pas le président russe, hein? Non, on ne parle pas non, il ne s'agit pas de Vladimir Poutine, mais bien du plat, je dirais, traditionnel québécois. Donc que j'ai eu l'occasion de goûter à plusieurs reprises. Et très franchement, et ça conseil, ça aide avec les températures hivernales qu'on a ici. Je vous recommande vraiment de manger une bonne poutine. C'est pas la soupe, mais la bonne poutine. Une très bonne poutine, oui. Ça aide à supporter le froid. Alors, beaucoup de personnes qui suivent nos vidéos, ou bien des personnes qui nous contactent, souvent ce sont des personnes qui sont à l'extérieur du Canada. Nous avons même des commentaires des personnes qui sont du Canada, qui suivent ces vidéos que nous donnons à titre d'information. En passant, nous aimerions juste mentionner que les vidéos ce sont des informations générales. Vous ne pouvez pas vous baser des informations que nous donnons dans nos vidéos pour faire un dossier d'immigration. Si vous êtes dans un projet d'immigration, nous vous conseillons de contacter Global Ferret Immigration. À la fin de cette vidéo, vous avez nos coordonnées, vous avez le numéro de téléphone, vous avez notre email.
contactez-nous, il nous fera plaisir de vous donner l'heure juste par rapport à votre projet d'immigration. Par contre, les gens qui veulent venir au Canada, ceux qui rêvent du Canada, c'est une bonne chose de rêver du Canada. Nous avons tous un jour rêvé du Canada. Vous avez mentionné au début que vous avez eu un rêve de venir en Amérique du Nord et ça a fait que c'est tombé par le Canada. Moi également, j'avais un rêve pour venir au Canada. Ça veut dire que rêver est une bonne chose. Mais une deuxième chose qui est très importante, le Canada c'est un pays du droit. Nous avons un système d'immigration qui a ce qu'on appelle la loi de l'immigration et de la protection des réfugiés et nous avons son règlement pour l'application de la loi. Donc il y a des programmes pour une personne qui veut venir au Canada. Venir au Canada, ce n'est pas juste prendre sa valise et puis je dis bon, je vais au Canada. Souvent j'ai mentionné que le désir ou bien l'envie ou bien le rêve d'immigrer au Canada, c'est un projet de vie qui s'étend sur une certaine période. Il y a des dépenses, il y a des efforts, il y a des formulaires, il y a beaucoup de documents qu'il faut fournir parce que sans ces formulaires, sans ces documents, malheureusement, vous ne pouvez pas avoir le bon visa pour venir sur le territoire canadien. Et avant de venir au Canada, vous devez vous rassurer dans quel programme, ou bien comment vous voulez venir au Canada. Est-ce que vous voulez venir comme résident permanent ou bien comme résident temporaire? Parce que souvent les gens nous contactent, nous posent des questions en nous disant oui, je vais venir au Canada comme visiteur et arrivé au Canada, je veux changer mon statut pour devenir résident permanent. Oui, c'est possible, sous certaines conditions. En fait, au Québec. En passant, nous voulons juste mentionner que pour beaucoup de personnes, parfois ça porte un peu confusion. Comment je vais faire les démarches d'immigration au Québec alors que je vais au Canada? Le Canada, c'est le pays a 10 provinces. Parmi ces 10 provinces, vous avez le Québec, qui est la seule province qui peut sélectionner ses immigrants. Et nous avons également 3 territoires. Alors, donc, si vous voulez venir au Québec, qui se trouve dans le Canada, vous devez d'abord avoir les autorisations du service d'immigration du Québec. Si c'est pour une résidence temporaire, on appelle ça CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. Si vous venez dans le cadre de la résidence permanente, ça s'appelle CSQ, Certificat de sélection Québec. Donc, une fois que vous avez soit le CAQ ou bien le CSQ, vous serez autorisé à faire la demande pour venir au Canada. Et c'est le Canada qui va faire la vérification médicale et la vérification sécuritaire. Une fois que ces deux vérifications sont concluantes, on va vous délivrer le visa qu'il faut. Donc, vous êtes arrivé au Canada comme résident temporaire. Évidemment, comme résident temporaire, vous n'êtes pas autorisé à travailler dans votre cas. Évidemment, il y a d'autres personnes qui sont des résidents temporaires, par exemple des travailleurs temporaires, des étudiants. Ce sont des personnes qui sont autorisées non seulement dans le cas des étudiants à étudier, mais également à travailler au Canada. Les travailleurs temporaires peuvent également travailler au Canada, mais ils ne peuvent pas étudier, sauf s'ils prennent une formation de 5, pas plus de 6 mois. Mais vous êtes arrivé comme résident temporaire. Étant citoyen européen, vous n'avez pas eu besoin d'avoir un visa. Non, j'avais juste besoin AVE. Du AVE. Donc souvent les gens négligent, mais c'est très important de l'avoir parce qu'on pose la question, on pose toujours la question. Donc, il faut avoir le AVE pour des citoyens européens, bien des personnes qui sont exemptées de visa au Canada. Vous avez besoin d'avoir un AVE pour venir sur le territoire canadien. Donc, une fois arrivé, vous avez dû vite constater que, en tant qu'Européen, vous êtes autorisé à rester 6 mois sur le territoire canadien. Après les 6 mois, soit vous quittez le territoire pour revenir. Évidemment, étant donné que le Canada est frontalier aux États-Unis, certainement vous êtes parti aux États-Unis. Oui, tout à fait. Donc, moi, dans mon cas, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti aux États-Unis. Donc, je suis rentré dans l'État de New York. Et puis, je suis revenu ici à Montréal. En fait, la loi canadienne dit ceci. Un étranger qui est autorisé à demeurer de façon temporaire au Canada, si jamais les termes ou bien le séjour autorisé arrive à expiration, vous devez quitter le territoire canadien. Donc vous pouvez aller même en Amérique si vous avez le visa ou bien vous êtes exempté de visa. Une fois sorti du Canada, souvent dans le jargon, nous appelons ça le tour du poteau. Donc vous faites le tour du poteau et vous rentrez au Canada. Quand vous rentrez de cette façon au Canada, en principe, l'agent peut vous laisser rentrer pour 6 mois ou bien il peut mettre des conditions. Pourquoi? Parce que l'agent, dans sa manière de fonctionnement, se dit qu'une personne est venue au Canada de façon temporaire. On peut accepter 6 mois. Mais si vous rentrez encore pour les autres 6 mois, ça se peut qu'il ne pose pas de questions. Si vous rentrez encore la 3e fois pour un autre 6 mois, ou bien même la 2e fois pour un autre 6 mois,
avant que l'agent puisse vous autoriser à rentrer sur le territoire canadien, il peut vous poser des questions. Comment allez-vous vivre au Canada? Comment allez-vous payer vos factures? Pourquoi vous n'êtes pas dans votre pays? Pourquoi vous ne travaillez pas? Parce que l'agent, dans ses fonctions, doit se rassurer qu'en rentrant au Canada, vous ne voulez pas travailler ou bien vous avez l'intention de travailler de façon illégale. Alors que si une personne, un étranger, veut venir au Canada pour travailler, il y a des procédures, il y a des programmes qui sont là pour cela. Donc, pour éviter que les gens puissent contourner la loi, c'est tout à fait normal que l'agent pose des questions. Donc, une fois que l'agent a posé des questions, l'agent peut vous autoriser à rentrer sur le territoire canadien. Donc, maintenant que vous êtes sur le territoire canadien, compte tenu des informations que vous avez eues, par exemple, à l'extérieur, quand vous étiez dans votre pays, en Belgique, et des informations que vous avez eues avec vos amis, les amis, ce n'est pas une mauvaise chose, hein. C'est toujours des personnes qui peuvent nous donner des bonnes informations, des bonnes orientations. Mais malheureusement, souvent, ils ne sont pas à jour. Mais voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle des spécialistes en immigration. Par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous recommanderez à des personnes qui sont à l'extérieur? Est-ce que ça vaut la peine de prendre l'heure juste de son projet auprès d'un spécialiste en immigration? Je le recommande vivement, je le recommande vraiment parce que la loi, parfois la loi évolue, la loi change. Donc les informations d'il y a 6 mois, je dirais, de la première fois où est-ce qu'on s'est entretenu, ne sont peut-être plus à jour actuellement. Donc ça évolue et il faut se tenir au courant. Le conseil, le meilleur conseil que je puisse donner aux auditeurs, c'est avoir un projet, donc c'est-à-dire avoir une vision de ce qu'ils veulent réaliser en partie. Donc visualiser ce qu'ils veulent faire ici. C'est la première chose. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de prendre contact préalablement à la venue ici avec un expert, donc un conseiller en immigration, et de se présenter et puis de parler de son projet, de ce qu'on a envie de faire et surtout de qui on est, donc c'est-à-dire est-ce qu'on est aux études, on a fini les études, est-ce qu'on veut continuer ou pas, ou est-ce qu'on veut travailler, de manière à pouvoir aller, comme on l'expliquait un peu plus tôt, aller vers la meilleure procédure par rapport à la personne que l'on est, donc c'est-à-dire à sa situation, et par rapport à ce qu'on envisage de faire. Vu qu'il y a plusieurs procédures pour, que ce soit donc, comme résident permanent ou résident temporaire. Mais ça dépend aussi de son projet. Mais là, pour moi, une des choses les plus importantes à faire, c'est d'avoir la bonne information parce que... Ok, comme on le disait, des amis, il y a des forums, il y a beaucoup d'informations sur Internet. Okay? Aujourd'hui, maintenant, beaucoup de personnes donnent des informations sur le Canada par rapport à leur vécu. Okay. Nous devons reconnaître que le projet ou bien le dossier de ton ami n'est pas votre dossier parce que vous n'avez pas le même profil. Ouais. C'est la raison pour laquelle les spécialistes en immigration, comme Boulevard faire l'immigration, existent. Chaque année, nous organisons beaucoup de séminaires à l'extérieur du Canada, même au Canada, pour donner des formations sur ce qu'il faut faire en immigration, sur ce qu'il ne faut pas faire. Parce que les gens entendent parler du Canada, les gens lisent beaucoup d'informations sur les forums, ce qui n'est pas mauvais. Il y a de bonnes informations, mais parfois il n'y a pas l'heure juste. Il n'y a pas la mise à jour des informations que les gens qui ne sont pas des spécialistes peuvent vous donner. Alors que les spécialistes en immigration, nous sommes dans le domaine, nous sommes informés, nous travaillons avec les clients. Peut-être votre dossier, vous allez le faire une fois dans votre vie. Et en tant que spécialiste, nous tous les jours. Donc, j'ai une expertise peut-être qu'une autre personne n'en a pas. Donc, si jamais vous êtes dans un projet d'immigration au Canada, que vous avez des questions, ou bien vous voulez avoir l'heure juste par rapport à votre projet, nous vous conseillons de contacter un spécialiste en immigration ou bien de contacter Global Ferry Immigration. Les informations sont à la fin de notre vidéo. Et là encore, il ne faut pas contacter le premier qui tombe. Il faut simplement de vérifier est-ce qu'il existe, est-ce qu'il est autorisé, est-ce qu'ils ont des bureaux. Pas juste parce qu'on a vu la publicité, souvent dans beaucoup de pays, par exemple des pays africains, je vois souvent des publicités, bourse d'études au Canada, on vous garantit le visa. Écoutez, d'abord de un, le visa canadien, par rapport à la loi, en tant que spécialiste en immigration, nous ne pouvons pas garantir le visa. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans l'obtention du visa. Il y a d'abord le dossier qui est fait par le client, il y a des documents qui sont fournis par le client, que nous, on n'a pas le contrôle. On ne peut pas garantir quelque chose qu'on n'a pas le contrôle. Et la deuxième partie, c'est l'agent d'immigration, après avoir étudié le dossier qui a été durement complété, qui donne la dernière décision. Donc ce qui fait que c'est tout à fait normal qu'un spécialiste, qui est quand même médecin, ne peut pas vous confirmer ou bien ne peut pas vous garantir que parce que vous avez pris ces services, vous allez avoir le visa.
Quand nous partons à l'hôpital, par exemple, nous sommes malades, et on doit nous opérer. Est-ce que vous avez déjà vu un médecin qui vous dit, si moi je fais l'opération là, vous n'allez pas mourir? Mais il arrive que les gens meurent quand il y a des opérations. Ça ne veut pas dire que la médecine est mauvaise. C'est juste pour dire que si vous êtes dans un projet d'immigration, ou bien vous voulez venir au Canada, vous êtes dans un rêve, c'est une bonne chose de rêver. Deuxième chose, informez-vous. Prenez la bonne information. Contactez les bonnes personnes. Posez les bonnes questions. Les amis qui sont sur place vont vous aider, ils vont vous orienter. Et vous avez besoin de connaître dans quel programme vous devez immigrer au Canada. Une fois que vous avez cette information, vous saurez maintenant que je vais avoir besoin de tel document, tel formulaire, et puis on va vous également accompagner. Concernant par exemple la patience, au Canada, vous avez remarqué certainement qu'on ne court pas, on ne fait pas beaucoup de bruit, on ne crie pas dans la rue. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Les gens sont calmes. Au niveau de l'immigration, c'est la même chose. Une fois qu'on a déposé le dossier, il n'y a pas s'impatienter. Il est déposé, on attend le résultat. Souvent, les gens, il arrive même des pays un peu plus chauds qui me disent, mais appelle l'immigration, il faut tordre la main pour qu'ils donnent la décision. Ici, ce n'est pas comme dans d'autres pays là où on peut appeler pour dire, écoutez, j'ai déposé le dossier, il faudrait que ça se fasse rapidement. Non, 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 non. Premier arrivé, premier servi. On est patient, on attend une fois qu'on a déposé. Alors, partons vers la fin de cette capsule vidéo. Qu'est-ce que vous pouvez encore partager de votre expérience au Canada? Parce que ce qui est important, c'est le mot stratégie. Vous avez des informations sur le site du gouvernement du Canada, comme les informations sur le site du gouvernement du Québec. Ce sont des informations générales. Ce sont des informations sur les programmes d'immigration. Des informations qui existent, que vous pouvez consulter. Et par contre, si vous voulez avoir une stratégie, connaître quel est le programme qui s'applique à votre profil immigrant, il est mieux de consulter un spécialiste. C'est la raison pour laquelle les services comme les nôtres existent pour vous accompagner, pour vous faciliter l'immigration. J'aime aussi dire que l'immigration est facile, mais ce n'est pas simple. C'est vraiment facile. On a l'impression, je prends l'avion, j'arrive. Je prends l'exemple, vous allez voir quelqu'un qui va déménager avec toute sa famille, papa, maman, les enfants. Quand ils arrivent au Canada, tout change. Tout change. Et il faut être préparé. Qu'est-ce qui nous attend? Si dans votre pays, papa était directeur, arrivé au Canada, pas forcément, il ne sera pas directeur. Si dans votre pays, maman était tout le temps à la maison, arrivé au Canada, ça se peut que maman va étudier. Ça se peut qu'elle peut travailler. Donc, me concernant, ce que je voudrais partager et dire, c'est que j'insiste, en fait, je voudrais vraiment insister sur la notion de préparation et de revenir aussi sur ce que vous disiez par rapport au fait d'avoir un projet. Donc, vous apprendrez que M. Charlemagne Ferrat a pour habitude de dire qu'on est dans un projet. Donc, un projet ne se fait pas du jour au lendemain, mais que ça se fait dans le temps. Et donc, de la même manière, dans le cadre d'une famille, tout ça, donc c'est très important de se préparer. Pour autant qu'on ait les moyens et la possibilité, moi, je recommanderais de venir pour des vacances, on va dire, de manière à se familiariser avec la vie, la manière dont les choses se passent. Une dizaine de jours, ou selon les moyens, prenez le temps que vous pouvez vous permettre. Et pendant ce moment que vous vous familiarisez avec la ville, avec le Canada, je dirais de discuter ou d'échanger aussi avec un spécialiste. De discuter et d'échanger aussi et de profiter, même s'il y a des forums. Parce que je me suis rendu compte en étant ici qu'en fait, il y a des forums organisés par des spécialistes, en fait, tout le temps. Donc chaque semaine, pratiquement, il y a un forum qui est organisé quelque part, où on donne des informations. Mais c'est très important de consulter un professionnel. Pourquoi? Parce que comme je disais, la loi change, les règles évoluent, et on n'est pas nécessairement au courant. Donc, entre le moment où est-ce qu'on a fait cette vidéo et que vous la verrez, les choses auront peut-être évolué. Tout à fait. Donc, c'est très important cette partie de se préparer. Donc, dans mon cas, je suis resté pratiquement au terme de mes 6 mois. Donc, je suis parti aux États-Unis puisque je n'ai pas besoin d'un visa, mais j'avais déjà le document ISTA qui me permettait donc de rentrer aux États-Unis. Donc, c'était un document pour ceux qui n'ont pas besoin de visa. Donc, c'est nécessaire qu'ils aient ce document-là pour rentrer aux États-Unis. Donc, je suis parti aux États-Unis, mais j'étais persuadé qu'à mon retour, j'aurais
il me serait accordé, donc on m'aurait donné le privilège d'avoir encore ces 6 mois, puisque la venue au Canada, il faut garder ça à l'esprit, c'est pas un droit ou un acquis, il faut vraiment le prendre comme un privilège. Mais ça veut dire que même pour ceux qui ont le visa canadien, c'est pas parce que vous avez le visa que vous allez rentrer sur le territoire canadien. À l'aéroport, si l'agent fait les dernières vérifications, qui s'avère que vous n'êtes pas supposé avoir le visa canadien, l'agent va annuler votre visa, vous allez devoir quitter le territoire canadien. Mais nous ne sommes pas en train de dire que si vous avez le visa, il faut trembler. C'est juste pour dire que c'est un privilège pour rentrer sur le territoire canadien. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est un privilège et c'est de mon point de vue, si c'est le cas, c'est une chance parce que je suis revenu, donc j'ai rencontré un agent d'immigration qui, par contre, m'a expliqué que dans mon cas, et selon l'échange que nous avons eu, a estimé qu'elle prolongeait mon privilège de rester sur le territoire canadien à 1 mois seulement. Au lieu de 6 mois. Au lieu de 6 mois selon moi, alors que le visa de 6 mois, c'est en fait, c'est même pas une garantie qu'on vous donne ces 6 mois en fait. C'est vraiment soumis à l'appréciation de l'agent d'immigration et de l'échange que vous allez avoir. Et donc dans mon cas, j'ai obtenu ces 6 mois, mais c'est parce que aussi j'ai une histoire où est-ce que je viens souvent et je repars toujours. Et l'agent a posé un peu des questions. Donc l'agent m'a posé des questions. Depuis combien de temps vous êtes là? Vous êtes ici pourquoi? Quels sont vos projets par rapport au temps que vous voulez? Pourquoi vous voulez rester plus longtemps? Vous avez l'habitude de venir ici? Comment est-ce que vous faites pour vivre ici? Donc j'ai répondu à toutes ces questions, mais à la fin, elle m'a dit dans votre cas, je vous donne 1 mois. Et donc j'ai essayé de discuter un peu, mais elle m'a dit non, je vous donne 1 mois. Parce que, voilà, moi, selon l'échange qu'on a, j'estime que vous avez droit à 1 mois ou 1 mois suffit à ce que vous avez encore à faire. Donc, quand l'agent vous a donné 1 mois, quand on parle de l'agent, on parle de l'agent d'immigration. Non, pas l'agent d'immigration, l'agent des services frontaliers du Canada. C'est-à-dire que ceux que vous rencontrez quand vous arrivez au Canada, les gardes frontières. Alors, quand l'agent vous a donné 1 mois, est-ce que vous avez senti l'agressivité, il était méchant, ou bien il vous a expliqué pourquoi il vous donnait 1 mois? Est-ce que ça a été compréhensible? Disons que moi, je me dis que c'est quelqu'un qui fait son travail. Donc, c'est-à-dire qu'elle est là et elle est confrontée à des personnes qui viennent au Canada. Donc il faut garder à l'esprit ici cette notion de privilège en fait. Et donc j'ai eu quelqu'un à moi qui m'a challengé en fait, donc qui m'a vraiment poussé dans mes retranchements en fait. Donc qui questionnait tout ce que j'ai dit, qui a même fait des vérifications sur mon dossier, donc c'est-à-dire elle a été revoir mon historique de toutes les fois que je suis entré et reparti ici au Canada. Donc c'est vrai qu'elle m'a vraiment challengé, c'était pas quelque chose, je veux dire, de plaisant nécessairement pour moi. Oui, c'est des questions qu'on pose. Oui, et donc, mais à la fin de l'entrevue, quand elle m'a donné le mois, elle m'a dit, parce qu'en fait, pour être un peu plus transparent, pendant qu'elle me questionnait, en fait, elle émettait des doutes sur le fait que j'allais rentrer en Europe ou que j'allais rentrer en Belgique. Donc dans son questionnement et dans le challenge qu'elle me proposait, elle mettait en question donc, le fait que j'allais rentrer vivre en Belgique. Et donc, moi, j'ai répondu à ces questions en toute transparence. Donc, je lui ai dit que ça faisait autant de temps que j'étais là, que j'avais de la famille, des amis, et que j'aimais venir au Canada, ce qui est une réalité, que je visitais, et que je visitais les différentes villes ici au Québec. Mais selon elle, en fait, à la fin, elle m'a donné 1 mois parce qu'elle a estimé, selon elle, que voilà, en 6 mois, j'avais eu le temps de voir suffisamment de choses et qu'il ne fallait pas nécessairement plus. Donc mes amis étaient avec moi, qui sont canadiens. Donc ça a permis, donc je pense que ça l'a un peu rassurée à ce niveau-là. Donc elle s'est dit, bon, il est chez les Canadiens, puisque j'étais reçu, puisque mes amis m'accueillent. Hein, donc comme je disais au départ, j'ai des amis, de la famille ici. Donc ça l'a rassuré de voir, donc j'ai donné, mon ami a été plus que volontiers donner son adresse, toutes ses références, pour démontrer la bonne foi. Et donc elle estimait simplement en fait à la fin que j'avais déjà eu suffisamment de temps et que 1 mois c'était plus que suffisant, je n'avais pas besoin de plus.
Mais c'est ce que j'apprécie une fois encore avec le Canada, c'est que la discussion s'est toujours faite dans la courtoisie. Elle était un peu violente, oui, mais toujours dans le respect de l'autre, avec courtoisie. Et à la fin, elle m'a dit, je te donne un mois, mais je te laisse la possibilité de demander une prolongation de ce visa. Oui. Donc elle n'a pas complètement fermé la discussion, elle n'a pas été... donc elle n'a pas mis... elle n'a pas été vraiment catégorique avec moi. Voilà. Elle est restée ouverte. Et toujours dans cet esprit, je pense, qui est canadien, d'ouverture, en fait, me disant, voilà, tu as eu 6 mois, je te concède un mois supplémentaire, mais avec la possibilité de demander qu'on te prolonge ce séjour. Mais en me donnant aussi un conseil, en me disant, voilà, tu es ici, peaufine ton projet, peaufine un peu ce que tu veux faire ici. Et si tu veux devenir permanent ou tu veux plus de temps, je te laisse la possibilité de demander. Mais aujourd'hui, moi, je te donne juste pas moi. Très belle histoire. Dans le sens où le Canada, c'est évidemment, comme on l'a dit dès le début, c'est un pays de droit. Les agents sont là pour faire leur travail. Ils sont là pour se rassurer que les personnes qui rentrent sur le territoire canadien, ce sont des personnes qui vont respecter les lois du Canada, évidemment le séjour autorisé. Alors, ce n'est pas parce que d'autres personnes veulent également rentrer jusqu'au Canada, ils pensent qu'une fois que je rentre au Canada, tout est possible. Non, non. Il y a quand même la loi qui est là qu'il faut vraiment respecter. Mais vous, comment vous avez connu Global Ferry Immigration? J'ai connu Global Ferry Immigration au travers d'un de mes amis ici, de mes amis les plus proches ici à Montréal, donc qui a eu recours à vos services. Et ça s'est bien passé pour lui. Donc aujourd'hui, il est installé ici avec... il a fondé un foyer ici à Montréal. J'aime le mot stratégie. Parce que dans tout projet, que ce soit un projet d'immigration, un projet de vie, on a besoin de ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie, c'est comme une route qui est tracée, par laquelle on doit juste suivre les points, les checkpoints, là où on doit passer étape par étape. Évidemment, ce n'est pas impossible d'immigrer au Canada, mais par contre, il faut juste respecter les exigences du gouvernement. Dans le cas de Global Ferry Immigration, les personnes qui nous contactent, avant de commencer à faire des dossiers, à signer des contrats avec les clients, nous faisons ce qu'on appelle l'analyse préliminaire du profil du client. L'analyse préliminaire, c'est cette analyse qui nous permet de voir quel est son profil, quel est son projet. Est-ce que c'est à long terme, c'est à court terme? Je prends un exemple. Il peut y avoir des étudiants, les parents qui veulent que les enfants de 20 ans aillent étudier au Canada et par la suite demeurer au Canada de façon permanente. Ça, c'est un projet qui est un projet à long terme. On peut avoir des personnes qui sont en emploi dans leur pays, qui sont des professionnels, qui veulent venir au Canada immédiatement. On peut aller voir qu'est-ce qu'on peut leur proposer par rapport au programme qui existe sur place. Par exemple, la formation professionnelle. Parce que dans d'autres pays, une fois qu'on a quitté les bancs de l'école, qu'on a eu le bac, qu'on a eu sa licence, c'est fini l'école. Hein? Au Canada, on apprend tout le temps là. Ouais, on apprend tout le temps. Et ce qui est beau dans ce pays, tout est possible. Tout est possible au Canada. Moi, je suis arrivé au Canada comme un ingénieur en électromécanique. Imaginez-vous, un ingénieur en électromécanique. Aujourd'hui, je fais droit. J'accompagne beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes comme ça au Canada. Ils arrivent avec une certaine profession. Arrivés sur place, ils peuvent s'adapter. Nous sommes en Amérique du Nord. Ils s'adaptent, ils changent de profession. Et puis, ils s'épanouissent dans la nouvelle profession. C'est des choses qui arrivent. Donc, si vous êtes ingénieur, ne restez pas seulement moi, je serai ingénieur. Vous pouvez être médecin, vous arrivez, parce qu'ici, nous avons les ordres qui sont là pour essayer un peu de réglementer certaines professions. Ce n'est pas parce que je suis médecin dans mon pays que forcément au Canada, je serai médecin. Quand vous arrivez, comme des ingénieurs ou bien des électriciens, il y a des ordres qui sont là, il faut respecter les exigences, il faut passer les tests, il faut passer les examens. Et souvent, encore une chose qui m'avait frappé quand je suis arrivé au Canada, j'avais vite compris que partout il y avait des entrevues. Partout. Je voulais un nouveau poste, entrevue. Je voulais, par exemple, aller dans telle direction, j'ai besoin de l'entrevue. On déposait le CV, on ne met pas la photo sur le CV. Souvent, c'est toujours bilingue. Alors que nous, quand on étudiait, on disait je n'irai jamais en Angleterre. Mais là, l'anglais nous récupère.
Mais dans mon cas, mais ça c'est différent parce que dans mon cas, par exemple, pour quelqu'un qui vient de Belgique, donc j'ai eu à apprendre aussi le néerlandais. Donc cette notion de bilinguisme et c'est pas... Mais vous avez remarqué que dans la rue, on passe du français à l'anglais sans problème. On passe de l'anglais au français et je dirais même, pour faire un rapport à ce que je disais tout à l'heure, on passe au français, à l'anglais, à l'espagnol et à toutes les autres langues. C'est-à-dire que quand vous sortez dans la rue... Mais en majorité, c'est vrai que c'est l'anglais et le français qui dominent. Mais dans la rue, c'est pas étonnant de voir des gens parler d'autres langues. Alors que quand on était dans d'autres pays, ou bien vous qui êtes en Belgique, à part le flamand, je crois... Il y a l'allemand aussi, mais disons que cette notion de passer du français à l'anglais, donc de plusieurs langues dans un endroit ou dans un espace géographique, je vais dire, non, c'est pas... c'est pas étonnant, mais c'est juste que passer du français à l'anglais, c'est quelque chose d'assez particulier, puisque nous, en Europe, il n'y a que l'Angleterre et tous les pays du Royaume-Uni où on parle anglais, en tout cas en majorité, peut-être certains pays de la Scandinavie, mais ils parlent leur langue aussi. Mais en Belgique, par exemple, voilà, en France, on parle français, en Allemagne, on parle allemand, en Italie, on parle italien. Mais parlons du français. Quand vous êtes arrivé au Canada pour la première fois, est-ce que vous avez senti une différence avec le français parlé au Québec et le français parlé par exemple en France ou bien en Belgique? Oui, tout à fait, il y a une différence, mais il faut, dépendant des personnes, moi j'ai, par exemple moi dans mon cas, c'était la première fois que je suis venu, c'était dans un environnement professionnel directement. C'est vrai que moi il m'a fallu, il est différent, donc c'est-à-dire que je dirais que le Québécois ou le Canadien me comprendra beaucoup plus facilement que moi, je vais peut-être le comprendre parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes expressions en fait, et les mêmes tournures de phrases, mais je dirais que le Québécois, le Canadien me comprendra quelqu'un qui vient de l'Europe et qui parle français sans problème. Par exemple, moi quand je suis arrivé, j'étais écœuré souvent quand dans un magasin, au lieu de me dire au revoir, on te disait bienvenue. Oui. Je n'arrivais pas à comprendre. Et je me rappelle encore, à mon premier emploi quand je suis arrivé au Canada, le boss, c'était un Québécois qui venait vraiment du lac Saint-Jean. Donc celui qui parlait vraiment le français québécois. Alors, la première discussion que j'ai eue avec lui, je n'ai rien compris. Tout ce qu'il me disait, absolument rien compris. Mais évidemment, avec le temps, on s'habitue avec l'accent québécois. Et puis on prête maintenant l'oreille à des expressions en suivant la télévision, la radio. Voilà, le conseil que moi j'aimerais, c'est ça. Donc par exemple, moi ce que je faisais avant de venir, c'est que je regardais RDI qui passe en Europe sur TV5. Donc je regardais le journal, je regardais les informations. Et c'est comme ça que je me suis familiarisé un peu déjà à l'avance avec les expressions et tout ça. Parce que dans le cadre de mon stage, quand je suis arrivé la première fois, je ne communiquais pas qu'avec les gens qui étaient à Montréal. Je communiquais avec toute la province. Donc je parlais avec des gens de Québec, de Rimouski, Trois-Rivières et de tout. Et chacun avait son accent. Là. Oui, et donc oui, c'était un peu plus difficile parfois avec certains, un peu plus facile avec d'autres aussi. Donc ça dépendait vraiment de... Vous avez quand même remarqué que les gens prennent le temps de vous écouter. Oui, tout à fait. Et les gens sont patients. Oui, tout à fait. Que ce soit dans la rue, que ce soit au magasin, que ce soit... Ce que j'aime bien avec les Québécois, c'est la courtoisie en fait. Donc il y a toujours ce côté courtois, respectueux de l'autre, où on ne veut pas blesser, choquer, heurter, mais pas par hypocrisie, en tout cas selon moi pas par hypocrisie, mais parce je pense qu'ils sont de nature vraiment comme ça. Mais c'est bien parce que la société dans laquelle on vit doit être comme ça, en tout cas dans de partage, que ce soit en entreprise, dans le bus, dans le métro, peu importe. C'est toujours agréable d'avoir des gens qui font attention à cette courtoisie-là. Moi, par exemple, ma première expérience avec, je dirais, un Québécois, quand je suis arrivé, donc je voulais aller au McDonald's, j'étais au McDonald's, j'ai demandé, voilà, qu'est-ce que vous voulez commander? Je dis, je veux tel burger, et puis là, la personne me demande, ah mais qu'est-ce que vous voulez comme breuvage? Donc c'était particulier parce que moi, j'ai compris, donc un breuvage, donc une boisson, mais moi qui viens d'Europe, on dit boisson. Un breuvage, c'est des expressions qu'on n'utilise plus en Europe. En tout cas, c'est rare.
Donc il y a des petites choses comme ça où est-ce qu'on dit, ah, il fait froid, par exemple. Donc, parfois quand il fait trop froid, il fait fret. Oui. Ah, je suis écœuré. Mais en Europe, quand on dit écœuré, ça veut dire je suis dégoûté de ça, alors qu'ici, quand on dit écœuré, ça veut dire je suis vraiment fan de ça et j'aime beaucoup ça. Donc il y a des petits ajustements comme ça qu'il faut faire. Voilà. Mais c'est pour ça que je reviens encore sur cet esprit d'ouverture. Tu vois, le Canada, c'est un pays d'ouverture. Ouais. Et en plus, non seulement que vous êtes respecté, vous respectez également l'autrui, vous respectez le prochain, vous respectez l'environnement là où vous êtes. Vous avez remarqué que côté sécuritaire, c'est un pays qui est vraiment sécure. On peut se promener tard dans la nuit, il n'y a pas de problème. Nous avons la police qui est tout le temps en circulation. Évidemment, il ne faut pas aller chercher des points parce que si vous avez enfreint la loi de l'immigration, il y a des conséquences. Alors la prochaine capsule de Global Ferry Immigration, ça sera sur les conséquences. Quand vous avez enfreint la loi de l'immigration, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'il y a des personnes qui sont déportées parce qu'ils n'ont pas respecté ou bien ils ont enfreint la loi. Donc nous allons parler de ça. Nous vous recommandons de nous suivre pour nos prochaines capsules. Si c'est pour la première fois que vous regardez ce canal vidéo, bien cette capsule vidéo, nous vous encourageons à vous enregistrer. Et surtout, à nous donner un peu vos commentaires. S'il y a des questions, posez-nous des questions. S'il y a des choses que vous aimeriez qu'on puisse améliorer, donnez-nous votre point de vue. Votre pouce nous permettra de vous donner plus d'informations sur le Canada, sur les projets d'immigration. En tout cas, Pierre, ça a été un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci de m'avoir reçu. Pour partager votre expérience. Nous espérons que l'expérience de Pierre et les témoignages d'autres clients que nous rencontrons, que nous aidions, vous permettent d'avoir un peu plus d'informations sur le Canada, que tout est possible. Retenez que dans un projet, ça commence d'abord par la vision. Ça commence par un rêve. Souvent, quand on commence à penser Canada, on commence à penser immigrer. Quand vous avez cette germe, cette graine au fond de vous, peut-être vous n'avez même pas l'argent, parfois on n'a même pas le passeport. Parfois on n'a même pas le passeport. Moi dans mon cas, j'ai entendu parler du Canada quand j'avais 12 ans. On avait un membre de la famille qui était soi-disant parti étudier au Canada. Et voilà qu'aujourd'hui nous sommes maintenant des Canadiens que nous pouvons également accompagner les autres. Les services de Global Ferry Immigration ont été mis en place pour vous faciliter l'immigration, pour vous accompagner dans vos procédures d'immigration. Comme nous le disons, l'immigration est simple mais elle n'est pas facile. Vous avez besoin d'avoir des conseils, vous avez besoin d'être accompagné. Surtout, vous avez besoin d'être patient. L'immigration, ça prend un projet, ça prend un plan, ça prend un temps, ça prend de la passion et ça prend les monnaies parce que ça prend des finances parce qu'il faut payer les services d'immigration ou bien les honoraires de celui qui va vous représenter. Avant de rencontrer ou bien de signer un contrat ou bien de payer à une tierce personne, rassurez-vous que cette personne est autorisée et réglementée à vous aider dans vos projets d'immigration. Vous pouvez aller sur le site d'Immigration Canada, faire la recherche pour voir est-ce que la personne est autorisée. Vous pouvez aller sur le site d'Immigration Québec, de vérifier également si la personne est autorisée. Dans le cadre de Global Ferry Immigration, nous sommes autorisés à représenter et à conseiller nos clients dans leur projet d'immigration. Alors donc ça a été un grand plaisir d'avoir été avec nous. C'était Charlemagne M. Ferrat. Si vous avez des questions, n'oubliez pas qu'à la fin de cette vidéo, bien en dessous de cette vidéo, vous avez nos informations. Contactez-nous. Surtout, demeurez très patient. Nous vous disons à très bientôt.